Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler d'améliorer votre santé intestinale, de mieux dormir et de manger sans frustration. Donc en fait, en gros, on va parler aussi d'intestin irritable, de mélatonine, de cerveau et d'alimentation. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, que l'automne est bien arrivé par chez vous et que vous n'avez pas trop le bourdon. De dire bye bye au beau jour et puis de se placer un petit peu dans la dimension de l'automne avec les feuilles orange, jaunes. Enfin bon, bref, tout ce que j'adore moi, c'est ma saison préférée. Et justement, d'ailleurs, sur Instagram, je vous ai envoyé une liste de fruits et légumes de saison là du moment pour que vous puissiez un petit peu faire votre choix quand vous irez faire vos courses. Voilà. Bref, donc mon Instagram, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé, c'est FitnessSmith, comme le nom du site et comme le nom de tous mes réseaux sociaux. Avant de démarrer, directement avec le premier sujet, sachez que j'ai parlé ce week-end de ma technique pour manger beaucoup sans grossir. Donc, est-ce que alors c'est pas un titre putaclic, hein. On pourrait croire comme ça, manger beaucoup sans grossir. Mais vous comprenez que c'est manger quoi et beaucoup de quoi, pardon. En gros, il y a pas mal de choses à savoir, par rapport à cette alimentation-là et il y a beaucoup de gens comment dire? Qui flinguent leur diète à cause de repas trop peu copieux. En fait, ils mangent rien. Au-delà de manger sainement, c'est surtout qu'ils mangent que dalle et ça leur fait vriller le cerveau, en gros. Et sortis de là, ils se mettent à manger un peu de tout et n'importe quoi et surtout dans des quantités déraisonnables et donc ils reprennent plus qu'ils n'ont perdu. Bon bref, c'est le cercle vicieux. Le but, c'est de manger beaucoup sans grossir et ça toute sa vie. Comme ça, au moins, on n'a plus jamais l'impression d'être au régime et on ne l'est plus au régime et surtout, on n'accumule pas du tissu adipeux, année après année, quoi. Voilà. Bon, j'en parlerai peut-être un peu plus à la fin de l'épisode. Alors, le premier sujet, comment le cerveau gère les repas en plusieurs phases. Donc il y a des chercheurs de l'université de Friedrich Alexander ont découvert que le cerveau régule l'alimentation en plusieurs phases, comme un relais où des équipes de neurones se passent le témoin. Donc cette étude publiée dans le Journal of Neuroscience montre que le cerveau assure un équilibre pour que nous mangions ni trop ni trop peu, ce qui pourrait éviter les troubles alimentaires comme l'anorexie ou l'hyperphagie ou la boulimie. Le processus est coordonné dans l'hypothalamus qui réagit à des signaux comme les niveaux de sucre dans le sang ou la sensation de faim. L'étude, donc en gros, insuline, glucose, insuline et gréline, quoi. L'étude et gréline, leptine. L'étude a identifié 4 équipes de neurones qui s'activent à différents moments du repas, évaluant divers signaux du corps comme la distension de l'estomac ou la concentration d'hormones. Donc chaque équipe joue un rôle spécifique pour garantir un apport énergétique suffisant. Et donc cette découverte pourrait mener à de nouveaux traitements, blablabla, pour les TCA. En effet, il est déjà possible d'influencer l'activité neuronale par des champs magnétiques et les chercheurs espèrent que cela pourrait aider à réguler la communication entre ces équipes alimentaires. Alors, moi, ce que je vois surtout au niveau distension de l'estomac et concentration d'hormones, donc effectivement, mais ça fonctionne bien quand l'individu qui mange est capable de prendre son temps puisque, on est quand même alors déjà la première chose, c'est que la distension de l'estomac fonctionne qu'avec des aliments solides et assez volumineux. Si vous mangez de la glace ou, de la des sodas, la distension ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, certaines personnes post-opération, avec réduction de l'estomac et tout là pour maigrir,
arrive à regrossir très rapidement parce qu'il se gave de liquide sucré, en fait, de soda ou même de glace, de choses, qui ne remplissent pas du tout, l'estomac, mais qui coulent tout seul. Même s'il y a un passage par l'estomac, même si ça coule. Donc cette distension de l'estomac, elle est valable, pour les aliments solides ou liquides, mais vraiment en très, très grosse quantité. Mais souvent, c'est, la combinaison de solide et de liquide qui remplit vraiment bien l'estomac, hein. Vous le voyez, par exemple, quand vous mangez une soupe, vous avez un mélange solide-liquide ou quand vous mangez, un repas normal, pas copieux, mais juste, standard quoi et que vous buvez de l'eau en même temps, vous n'allez pas du tout avoir la même charge, stomacale, dans un cas ou dans l'autre, quoi. Donc ça, c'est une des phases, donc la distension de l'estomac qui pourrait indiquer, s'il faut arrêter ou continuer de manger et ensuite on a la concentration d'hormones et ça, la concentration d'hormones, c'est ce que je voulais vous dire, tout dépend du timing que vous allez prendre pour manger. Globalement, beaucoup de personnes mangent trop vite. Et le midi, c'est souvent le cas. Alors le soir, peut-être un peu moins, sauf pour ceux qui sont célibataires, qui mangent devant la télé, l'ordinateur ou les réseaux sociaux. Mais si vous êtes en couple ou en famille, que vous parlez, bon, le repas du soir est censé prendre un peu plus de temps que le repas du midi. Le repas du midi, si vous faites pas gaffe, en l'espace de 5-10 minutes, vous êtes capable d'enfiler entrée plat dessert très facilement. Bon, je pense que dans le monde du fitness, si vous faites, de la muscu et tout, vous avez pas entrée plat dessert. À la limite, vous avez, entrée plat, une petite salade et un plat ou alors juste un plat. Enfin moi, globalement, j'ai qu'une assiette, hein. Et donc, on a tendance à manger très vite. Donc les signaux des hormones, alors on a ceux d'avant, quand on a faim et tout, hein, la gréline. Mais après, les signaux de la satiété, si on mange trop vite, il faut vous dire que c'est à peu près à partir de 15 minutes que les signaux de la satiété vont s'installer. Donc si vous êtes en dessous de 15 minutes, alors beaucoup disent 20. Moi, je suis optimiste, je dis 15. C'est pas moi, hein, c'est parce que je l'avais lu comme ça. Heu et qu'à 20, c'est sûr, on a vraiment les bons signaux, mais 15, ça démarre. Si vous êtes capable de d'attendre ou de prendre du temps pour manger, c'est si vous arrivez à 15 minutes, vous aurez des chances de moins manger, quoi. Et c'est une des raisons, le meilleur exemple, c'est quand vous allez au restaurant, on vous apporte votre entrée, vous la mangez, rapidement parce que vous avez la dalle, ils vous ont fait patienter, donc vous avez la dalle, vous prenez votre entrée et puis se passe un laps de temps de 15 minutes entre votre entrée et votre, plat principal. Donc juste après l'entrée, vous aviez très faim puisque vous l'aviez englouti en moins de 15 minutes. Par contre, 15 minutes se sont installées entre les 2 plats parce que c'est un resto qui prend son temps et là, quel est le réflexe de beaucoup de personnes quand le plat principal arrive? «Oh là là, j'ai l'impression d'avoir fait mon repas, j'ai plus faim, c'est énorme, j'ai plus faim». Et oui, c'est pourquoi? Parce que, les signaux de la satiété sont arrivés. C'est pour ça que si vous êtes un restaurant, qui veut pas avoir beaucoup de gaspillage, il faut avoir une bonne cadence un peu à la fast-food quoi, pour que les calories, puissent être avalées et qu'il y ait pas de gaspillage. Mais, si vous laissez, un restaurant qui laisse de longs laps de temps entre les plats peut se permettre d'avoir des plats moins copieux et donc de faire des économies, quoi. En termes de matières premières. Bref, donc j'avais envie d'en parler parce que le cerveau, gère les repas en plusieurs phases. Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après enfin un après, bizarre puisque l'après, il est bizarre puisque tant qu'on a faim, on mange. Enfin beaucoup de personnes, tant qu'elles ont faim, mangent. Moi, c'est pas mon cas, souvent, je fais la méthode je crois que c'est à la japonaise, ça a un nom, j'en ai parlé récemment là, de s'arrêter quand on est à peu près à 80, 85, 90%. 90, ça commence à faire beaucoup, on va dire 80% de son appétit comblé, en gros. Moi, je m'arrête à ça. Bref, réduire le sucre et l'amidon pour soulager l'intestin, donc ça, c'est un autre article. Donc c'est une nouvelle étude de l'université de Lund en Suède qui révèle que réduire alors je sais pas si on dit Lund, je sais pas, que réduire la consommation de sucre et d'amidon améliore autant les symptômes des patients atteints de syndrome de l'intestin irritable que les régimes alimentaires actuellement recommandés.
Donc, entre 75 et 80 des patients ont vu leurs symptômes s'améliorer après avoir suivi l'un des 2 régimes étudiés. Le premier, connu sous le nom de régime réduit en amidon et en saccharose, semble aussi efficace que le régime FODMAP, pourtant plus restrictif. Donc le FODMAP, c'est, fermenté cible, je sais plus trop quoi, enfin bon, vous allez l'acronyme, moi je suis très mauvais en acronyme, mais en gros, ce sont des fibres indigestes, qui pourraient fermenter dans l'intestin, enfin des fibres et pas que d'ailleurs, hein, des fibres et des sucres qui pourraient, parfois fermenter et devenir, chez certaines personnes, ultra dérangeantes au niveau de la digestion et donc du coup, ce régime-là est souvent recommandé chez les personnes, souffrant de côlon irritable ou d'intestin irritable. Et ben là, ils disent pardon que un régime réduit en amidon, donc l'amidon, souvent, l'amidon dans les glucides, hein, et en saccharose, donc en sucre de table, mais en sucre ajouté aussi, ça serait aussi efficace. Mais du coup moins restrictif parce que là, c'est des quelques catégories d'aliments. Donc arrêter le sucre, c'est assez facile. Je pense que vous l'avez tous arrêté, vous qui m'écoutez. En tout cas, une bonne partie. Et l'amidon, d'arrêter la pomme de terre, d'arrêter le riz. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Et ben ces personnes, qui ont fait ça, 105 personnes ont participé à cette recherche et les résultats montrent également que les participants ayant suivi le régime réduit en amidon ont perdu plus de poids et ont ressenti moins de fringales de sucre. Donc là, double effet qui se coule. Non seulement ce régime réduit en amidon et en saccharose, donc en amidon et en sucre, ça améliore les personnes, enfin ça rend la vie plus agréable aux personnes souffrant d'intestin irritable, mais ça leur fait également perdre du poids. Donc, eux, ils ont l'impression d'avoir trouvé le saint graal quand ils suivent ce régime. Donc par contre, le régime FODMAP, déjà recommandé aux personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux, élimine le gluten et le lactose, ce qui le rend plus difficile à suivre. Enfin, ça dépend pour qui, hein, parce que éliminer le gluten et le lactose chez un pratiquant de fitness, alors le gluten, c'est facile. De toute façon, le gluten, c'est très, français ça, j'ai l'impression, parce que il y en a qui disent: «Pourquoi tu supprimes le gluten dans ta diète et tout?» Mais en fait, quand on observe bien les diètes des dans le monde de la muscu, que ça soit des bodybuilders et tout, il y a quasiment pas de gluten. Allez, il y a quelques personnes, quelques bodybuilders qui vont avoir un toast le matin avec leur, blanc d'œuf et leur avocat et machin, mais et d'ailleurs, ils mangent encore que les blancs d'œufs, les body, enfin, il y en a, ils commencent à manger les jaunes, ça y est, mais sinon, ils sont beaucoup au blanc d'œuf encore, mais le reste du temps, ils ont pas de gluten. Alors, sauf si vous partez du principe que l'avoine contient beaucoup de gluten. Parce que vous savez que l'avoine, à la base, ça contient pas de gluten, c'est juste que c'est conditionné dans les endroits où il y en a beaucoup et donc il y a du gluten. On peut pas dire que c'est sans gluten. Par contre, on trouve de l'avoine qui est estampillée sans gluten, ce qui veut dire qu'elle a été conditionnée dans des endroits qui ne contient pas de gluten. Donc bref, en gros, de pas avoir de gluten, ça veut dire quoi? De manger de la patate douce, de manger du riz. Ça me semble pas quelque chose, le riz et la patate douce, il me semble que ce sont les 2 sources de glucides avec les fruits type banane et tout. C'est les sources de glucides les plus populaires, dans le monde du body ou du fitness. Alors vous allez me dire les flocons d'avoine aussi, mais les flocons d'avoine à la base ne contiennent pas de gluten. Donc ça me semble pas être très difficile. Après le lactose, c'est plus compliqué parce que souvent quand on pratique la muscu, on a besoin, enfin c'est pas souvent, c'est que si on veut avoir de la masse musculaire, on a besoin de protéines et ces protéines disponibles dans la viande, les œufs, le poisson, un peu les protéines végétales dans les légumineuses, mais bon, ça apporte aussi pas mal de glucides. Enfin, globalement, les protéines, dans le monde végétal apportent aussi pas mal de glucides en parallèle. Heu, il y a aussi les gens vont souvent consommer aussi des produits laitiers, donc type fromage blanc ou fromage, grec ou, cottage cheese, comme on l'appelle aussi. D'ailleurs, il y en a qui se mettent à en vendre en France à des prix d'or. Ou même la protéine en poudre, hein. Là, il y a du lactose et ça devient plus compliqué. Donc, il y a des marques qui proposent du sans lactose, mais, ça devient plus compliqué. Surtout qu'il y a pas que le lactose, il y a aussi alors c'est quoi? C'est les facteurs de croissance, je me rappelle plus très bien. C'est le A1 et A2, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, bref, je rentrerai pas dans les détails puisque c'est pas là un sujet que j'ai travaillé avant le podcast, donc, j'ai pas envie de vous induire en erreur.
Donc en revanche, le régime réduit en sucre là, donc qu'est-ce qu'ils disent? Que le régime réduit en sucre et en amidon est plus facile à comprendre et à adopter au quotidien, offrant plus de souplesse, explique la chercheuse Bodil Olsen. Donc pour eux, en fait, de réduire les, comment dire? Les amidons et le sucre, c'est plus simple qu'un régime pauvre en FODMAP. Parce que pour rappel, hein, quand vous suivez une diète pauvre en FODMAP, c'est pas de pommes, pas de poires, pas de cerises, pas de mangue, pas de pastèque, pas de prunes, pas de pêche, pas de raisin, pas de fruits secs comme les abricots, les dattes, les figues, les pruneaux. Ensuite, pas de chou-fleur, pas de brocoli, pas de chou de Bruxelles, pas d'oignon, pas d'ail, pas d'artichaut, pas d'asperges, pas de pois, pas de betterave, pas de champignons, pas de lentilles, pas de pois chiches, pas de haricots noirs, rouges, blancs, pas de blé, pas de seigle, pas d'orge, pas de lait de vache, ni de lait de chèvre, ni de fromage frais, ni de crème glacée, ni de yaourt, pas de sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, érythritol, agave et miel, pas d'arachide, pas de pistache, pas de noix de cajou, pas de pignon de pain, pas de jus de fruits, boissons gazeuses, certaines bières, pas d'aliments transformés, certaines épices à éviter, pas d'aliments fermentés, comme le kimchi et tout. Donc ça fait quand même un truc hyper restrictif. Alors il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais visiblement, on pourrait, enfin, si vous souffrez de ça, allez lire l'étude. Elle est dans les notes de l'épisode. Ça pourrait vous permettre de peut-être envisager quelque chose d'autre. Surtout que, heu, si vous avez des problèmes de poids en parallèle, ça peut être intéressant d'en parler avec votre professionnel de santé qui vous suit, puisque n'oubliez pas qu'à chaque fois, il faut que vous changez votre mode de vie ou quoi que ce soit, il faut essayer enfin, c'est pas essayer, c'est si vous avez un professionnel de santé qui vous suit, essayez quand même de lui en parler parce qu'un problème de santé, ça ne s'auto-gère pas, ça se travaille en 2 concerts, c'est-à-dire un médecin et un patient. Donc les 2 agissent ensemble pour aller vers la guérison. C'est pas que l'un sans l'autre. Heu, enfin bon bref, voilà. Bon, comment les couleurs du ciel aident à réguler notre horloge interne? Donc, il y a des chercheurs de l'université de Washington, à Seattle, qui ont développé une nouvelle lumière LED alternant des longueurs d'onde orange et bleu, imitant les couleurs du ciel. Ça s'est révélé plus efficace pour ajuster l'horloge interne humaine, donc ce qu'on appelle nous l'horloge circadienne, hein, veille-sommeil. Et la nouvelle LED à longueur d'onde bleue et orange alterne 19 fois par seconde pour produire une douce lueur blanche. En gros, c'est une LED qui va alterner, entre la couleur bleue et orange 19 fois par seconde, donc sans flasher, hein, vous vous rendrez pas compte de ça. Ça va créer une lumière, assez douce et blanche et en fait ça va beaucoup plus reproduire les effets, enfin la lumière naturelle et donc ça sera beaucoup plus efficace, que les néons et tous ces trucs-là que vous avez dans les bureaux. Donc c'est vraiment des ampoules qui vont être, intéressantes pour ceux qui travaillent en intérieur et qui n'ont pas l'occasion de voir, beaucoup la lumière du jour. Donc cette lumière a surpassé 2 autres dispositifs dans une étude sur 6 participants. Alors sur 6, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, sur 6, s'il y a quand même des effets positifs, ça peut être bien, mais c'est pas beaucoup quand même. En avançant la production de mélatonine de 1 heure et 20 minutes contre seulement 40 minutes avec une lumière bleue et 2,8 minutes avec une lumière blanche standard. Donc en fait, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas en se mettant devant cette lumière le soir que vous allez augmenter l'arrivée de la mélatonine. C'est-à-dire que dans la journée, si vous êtes exposé à cette lumière-là, la mélatonine le soir arrive plus tôt. Vous n'oubliez pas que l'arrivée de la mélatonine le soir, c'est pas uniquement dû à la présence d'obscurité, c'est aussi dû au moment où vous avez perçu pour la première fois dans la journée la lumière. En gros, et la lumière, une lumière vive, le soleil, quoi. Là, ce matin, de bonne heure, j'ai pris la voiture. Alors là, vous savez pas quelle heure il est, mais j'enregistre le podcast, il est un peu plus de 8 heures. Donc, de bonne heure, ce matin, j'ai pris la voiture. J'avais le soleil dans le visage pendant 15-20 minutes à peu près, puisque c'était le temps de trajet. Eh ben, j'ai eu mon exposition au soleil, hein. Enfin, en tout cas, ma rétine a capté suffisamment de lumière et a bien demandé à mon cerveau de couper. C'est pour ça, des fois, vous êtes chez vous, vous avez encore la tête dans le cul. Et puis vous dites, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à me réveiller là. Et puis vous arrivez au bureau, vous dites, mais c'est bizarre, l'ambiance du bureau m'a réveillé. Pas tant que ça, en fait. Il n'y a pas que ça.
Il y a aussi le fait d'avoir vu le soleil derrière le pare-brise, ça a coupé la production de mélatonine. Bon bref, la, mmh, et le fait de voir la lumière tôt le matin peut être bénéfique pour l'arrivée de la mélatonine le soir, parce que ce sont des synchronisations à faire. Et donc avec cette lumière, vous avez une arrivée de la mélatonine qui est 1 h et 20 minutes plus tôt, contre 40 minutes si vous êtes, exposé à la lumière bleue durant la journée, et 2 h 8 minutes avec une lumière blanche standard. Donc, la lumière bleue, c'est le pire puisque ça retarde beaucoup, et pardon, et 2,8 minutes, c'est pas 2 h 8 minutes, hein, c'est 2,8 minutes avec une lumière, blanche, standard. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire, sur ça? Donc dans l'ordre, mieux vaut cette nouvelle ampoule, puis la lumière bleue, puis la lumière normale, quoi. Pourquoi? Parce que la lumière bleue, vous vous dites: «Mais je comprends pas, la lumière bleue, c'est pas bien». C'est pas bien le soir, mais durant la journée, cette lumière bleue permet de mimer un peu mieux quand même le soleil qu'une lumière, standard, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des ampoules, vous savez, qui peuvent suivre un peu les couleurs du rythme du ciel, c'est pas mal. Moi, j'ai des ampoules comme ça. Ce sont des ampoules en fait, ça la marque c'est iDual, iDual One, je crois que ça s'appelle. iDual, donc comme iPhone, mais iDual, et IDUAL. Je leur fais de la pub indirecte parce que j'ai pas de lien ni rien du tout. Et bien, enfin, peut-être que je vous mettrai un lien, Amazon partenaire dans le truc, mais c'est même pas sûr. Vous verrez à quel point, je suis intéressé par ce genre de choses. Mais bon bref, donc ce genre d'ampoules, elles sont bien parce que vous pouvez avoir, à la fois dans la même ampoule une lumière pour le matin. Ce que je fais moi dans le bureau, j'ai une lumière, j'appuie sur soleil en fait. Et puis après dans la journée, l'après-midi, vous pouvez mettre la version, eux, c'est le logo ampoule, donc elle est pas aussi bleue, elle est un peu plus blanche que bleue. Et puis, en fin de journée, il y a un mode sleep ou un mode feu de cheminée ou bougie, et là, du coup, vous êtes beaucoup plus, dans des couleurs beaucoup plus chaudes. Et donc en alternant avec ça, ça permet de pouvoir reproduire un petit peu les cycles du soleil. Il y a des ampoules qui doivent proposer ça, hein, genre j'ai des Philips Hue dans le salon, certainement si je regarde bien, on peut les paramétrer pour qu'elles suivent la lumière du jour. Mais là, c'est une version moins coûteuse, que je propose, enfin quoique, peut-être que les Philips Hue ont baissé, je sais pas. Hem, Moi, c'est celles que j'utilise en tout cas dans la chambre et dans le bureau. Parce que elles sont pratiques à utiliser. Les Philips Hue, après, je les utilise dans le salon, mais sinon j'utilise ça dans la chambre et dans le bureau. Donc le rythme circadien, influencé par l'alternance jour et nuit, régule les fonctions, comme le sommeil via la production de mélatonine, et les perturbations de ce cycle dues au manque de lumière naturelle ou au travail de nuit peuvent entraîner des troubles comme la dépression saisonnière. J'en parle aujourd'hui de cet article parce que, on va rentrer justement dans les moments où les troubles de la dépression, saisonnière, peuvent, arriver, hein. Donc la lumière artificielle actuelle vise souvent la stimulation de la mélanopsine, un pigment sensible à la lumière bleue, mais cette nouvelle approche mise sur une combinaison de longueurs d'onde plus proche du cycle naturel du soleil. Donc les chercheurs espèrent que cette découverte pourra améliorer les traitements comme les troubles circadiens et la dépression saisonnière. Donc c'est bien, hein. Bon là pour l'instant l'ampoule n'est pas encore sortie, mais je vous dis, si vous vous organisez bien avec les ampoules dont je vous parle, vous pouvez, réussir à créer ce genre de petites choses un peu de manière un peu plus artificielle, quoi, on va dire. Artificielle, un petit peu plus manuelle qu'automatique. Alors manger sans frustration, comment perdre du poids sans compter les calories? Donc bon, il y a beaucoup de personnes qui cherchent le régime parfait, qui comptent chaque calorie, bah, ils éliminent souvent en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils éliminent direct leur plat préféré. Ils se disent: «Vu qu'il faut que je fasse un régime», et que dans leur tête régime égale, c'est pas forcément bon au goût, donc tout ce que j'aime, j'y aurais plus droit. Mais il faut savoir que ça déjà, ça garantit en rien, la réussite à long terme, et j'ai envie de dire même plus, que ça réduit les chances de réussite. Parce que moi, personnellement, si vous m'enlevez l'intégralité de mes plats préférés
et que vous me dites: «Bah, voilà, maintenant pour être mince, il faut arrêter de manger ça à vie», non seulement j'ai pas envie de me lancer, mais en plus, si à un moment donné, j'ai la motivation de me lancer, je sais qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, mon régime, il va sauter. Parce qu'on peut pas me priver de ce que j'aime tout le temps. D'ailleurs, vous savez que moi, toutes les semaines, je vais soit au fast-food, soit au restaurant, soit, je fais un bon plat avec des amis, peu importe, mais je n'ai pas de voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir sur quelque chose, je me fais plaisir sur cette chose-là, mais par contre, le reste du temps, je mange, diète à ma faim et tout. Donc la quête de la perfection alimentaire, ça, même moi, j'y suis passé, au tout début. On se dit: «On va faire tout bien», mais je m'en suis vite rendu compte parce que ça marchait pas. J'arrivais pas à mincir avec cette quête de perfection. En fait, c'est un piège. On vous fait croire que vous pouvez manger parfaitement. Déjà, ceux qui pensent manger parfaitement, c'est ceux qui manquent de connaissances. Puisqu'on sait aujourd'hui que la perfection, on peut plus l'appeler comme telle. Puisque les poissons sont pollués, que ça soit en termes de plastique, de métaux lourds. Nos plantes, même les plus bio de chez bio, elles ont reçu, des traitements parfois, alors c'est des d'ordre de moins de pourcentage. Les terres sont pourries, les eaux sont polluées, enfin donc la perfection, il faut faire son deuil, un peu de la perfection alimentaire et donc c'est un piège et ça conduit souvent à des échecs, des craquages, des cycles de régime, extrêmes. Il y a beaucoup de gens comme ça, hein, qui sont en mode, «Ah, je fais la diète», ils mélangent le jeûne intermittent et la diète cétogène, très, très pauvre en glucides, donc ils se retrouvent à bouffer 800-900 calories par jour. Bon, parfois un peu plus, mais vraiment, très peu, avec, une charge de travail, enfin d'entraînement physique, au-delà du raisonnable par rapport à leur quantité de calories. Alors oui, ils perdent, mais ils vont perdre et puis ils vont aller à l'événement, je sais pas, le mariage, la fête, la plage, et puis après ils reprennent tout, quoi. Tout en plus, en plus. Donc en plus, en plus gras, quoi, en gros. En plus gras, en gros, c'est le jeu de mots est marrant. Enfin marrant. Il est pas fait exprès, mais il est sorti tout seul, quoi. Et bon bref, en réalité, l'équilibre et le plaisir dans l'alimentation, Heu, c'est c'est plus efficace à long terme, enfin moi je le vois, de faire de se faire plaisir et de manger à sa faim, plutôt que de tout le temps lutter contre ce qu'on a envie de manger et de toujours lutter contre, l'appétit qu'on n'arrive pas à combler. Et c'est de ça que j'ai voulu vous parler ce week-end. C'est pour ça que j'ai appelé ça «Comment manger beaucoup sans grossir» et si ce dont je viens de vous parler là, ça vous parle, allez voir le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Donc ça s'appelle «Manger beaucoup sans grossir». Vous cliquez, vous accéderez au programme, au PDF, à tout ça et à la vidéo surtout qui vous explique comment, vous pouvez, arrêter ces cycles infernaux là je me restreins, puis je regrossis, puis je me restreins. C'est en fait de trouver votre vitesse de croisière pour le long terme, pour toute votre vie, quoi. Et avoir le bas du ventre qui est pas, un coup énorme, un coup aplati, un coup énorme, un coup aplati, parce que, vous n'arrivez pas à vous réguler par rapport à ça, quoi. Donc c'est de ça dont on parle et bien sûr, vous aurez accès à tout le reste aussi, hein. C'est ce week-end, donc c'est tout nouveau, c'est tout chaud, mais vous avez accès aussi à toutes les autres, vidéos, toutes mes enquêtes que j'ai pu faire depuis, 2013. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, très bonne semaine, très bon début d'automne et puis, s'il y a un des sujets qui vous a intéressé dans le podcast, eh ben, allez voir les liens que je vous propose dans la description ou les notes de l'émission. À très vite, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la
nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc, ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc, tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.